Alors là, vous avez vu que l'Agence de l'eau Seine-Normandie accompagne les projets ambitieux de gestion intégrée des eaux pluviales, mais ce dispositif de soutien ne saurait rien sans une appropriation au niveau régional. C'est ce qu'a fait la DREAL Grand Est, qui a rédigé une doctrine régionale des eaux pluviales. Et Madame Saint-Paul, chargée de mission à la DREAL Grand Est, va nous présenter ce document. Madame Saint-Paul, c'est à vous. Oui, bonjour, merci. Alors, je vais vous présenter la doctrine Grand Est. Je partage mon écran. Voilà. Voilà, donc je vais vous présenter cette nouvelle doctrine sur la gestion intégrée des eaux pluviales, donc à l'échelle de la région Grand Est, qui est parue en début d'année 2020. Donc en fait, cette doctrine s'adresse principalement donc, aux aménageurs, aux bureaux d'études, également aux services police de l'eau, des DDT, aux collectivités. Donc voilà, finalement, à tous les acteurs hein, de l'aménagement du territoire. En fait, elle est ciblée par rapport à la rubrique 2150 des dossiers loi sur l'eau. Donc en fait, ça concerne les dossiers que l'on fait pour réaliser les projets d'aménagement, comme réaliser un lotissement, par exemple. Voilà. Donc, on a accompagné cette doctrine d'une plaquette de communication voilà, pour toucher un plus large public et sensibiliser le plus de monde à ces principes que l'on reprend dans la doctrine eau pluviale. Donc, pour information, on peut retrouver ces deux documents sur le site internet de l'Adréal et j'ai mis le lien sur le diapo. Alors, les objectifs de cette doctrine, c'est d'avoir une méthodologie uniformisée sur la région. Donc avant, on pouvait avoir d'anciennes doctrines départementales, mais pas forcément dans tous les départements non plus. Donc là, comme ça, on a un document qui cadre les choses sur la région et qui appuie le changement de paradigme dans l'aménagement urbain, c'est-à-dire de bien voir l'eau de pluie comme une ressource et de la valoriser, de l'infiltrer sur place, et non pas de la voir comme un déchet dont on se débarrasse au réseau d'assainissement. La doctrine permet de fixer aussi des repères clairs et opérationnels. Par exemple, on explique de viser l'infiltration des pluies courantes qui correspondent à une lame d'eau de 10 mm par jour. C'est un document qui est assez technique hein, et c'est pour ça qu'on l'accompagne de cette plaquette de communication. Donc, je vais entrer un peu plus en détail dans les principes de cette doctrine. Donc, le grand principe hein, de la doctrine, c'est bien sûr de systématiser la gestion intégrée. Et cela passe par privilégier, donc, dans cet ordre-là, en premier lieu, l'infiltration des eaux pluviales, également la réutilisation et l'évapotranspiration des eaux pluviales, hein, donc, grâce à la végétation. Et dans un deuxième lieu, pour la partie des eaux pluviales qu'on ne pourra pas infiltrer, on va privilégier plutôt un rejet vers le milieu hydraulique superficiel pour vraiment ne garder qu'en tout dernier recours le raccordement au réseau pluvial. Donc, ce principe phare de gestion intégrée, en fait, consiste à gérer l'eau au plus près d'où elle tombe, hein, un peu comme l'expliquait du coup tout à l'heure Olivier Ernest. Hein. On va chercher à l'infiltrer au plus proche de là où la goutte d'eau tombe, parce qu'en fait, plus elle va ruisseler sur des surfaces imperméables, plus elle va se concentrer en polluants. Donc, une autre façon de le dire, hein, on va favoriser le préventif plutôt que le curatif. Donc, dans cette doctrine, on explique bien qu'on ne veut plus avoir des projets un peu à l'ancienne avec un gros bassin en génie civil en aval d'un bassin versant qui va stocker un gros volume d'eau avec un ouvrage de traitement, etc. Là, on cherche vraiment à infiltrer l'eau un peu partout dans le projet et en privilégiant des ouvrages végétalisés. Donc, en parlant d'ouvrages végétalisés, voilà, hein, il y a des raisons de vouloir un peu cette végétation. Donc, il y a plusieurs bénéfices. Hein. La végétation va, par exemple, ralentir les écoulements grâce à un coefficient de frottement élevé, filtrer les matières en suspension, fixer aussi les sols et lutter contre l'érosion.
Et elles vont participer également à la dispersion d'un certain nombre de polluants, favoriser le décompactage des sols. Et avec l'évapotranspiration, on lutte contre les îlots de chaleur en ville. Dans la gestion intégrée, on recherche aussi du coup la multifonctionnalité des aménagements. C'est-à-dire qu'on ne veut plus, comme je disais, avoir un ouvrage spécifique pour la gestion des eaux pluviales, mais on va profiter des parcs qui ont des usages de loisirs, des fonctions psychosociales, etc., pour les utiliser pour l'infiltration des eaux pluviales, donc en faisant ces parcs en creux pour qu'ils puissent stocker les eaux pluviales et les infiltrer. Et donc, on a aussi des bénéfices en biodiversité, une fonction paysagère, et voilà, l'histoire aussi d'îlots de fraîcheur. Donc, pour entrer un peu plus dans le concret de la doctrine, on décline cette séquence éviter, réduire, compenser. Alors, on la décline voilà, pour les eaux pluviales. Donc, tout d'abord, pour le volet éviter, il va s'agir d'éviter le ruissellement, en gérant l'eau au plus près d'où elle tombe, en évitant l'imperméabilisation, bien sûr. Et on va éviter également tout rejet au réseau d'assainissement. Pour le volet réduire, on va chercher à réduire l'impact des pluies en les stockant dans l'opération, donc grâce aux noues végétalisées, aux espaces verts décaissés, etc. Et pour le volet compensé, donc là, la compensation en fait se pense plutôt à une autre échelle, donc l'échelle communale ou intercommunale via les documents d'urbanisme, notamment en déclinaison du SRADET qui invite à réfléchir à une compensation de l'imperméabilisation en désimperméabilisant des surfaces. Et donc, sur la doctrine qui est ciblée plutôt à l'échelle d'un projet, d'un dossier loi sur l'eau, on ne va pas parler d'un volet compensé, mais plutôt d'un volet anticipé, où il va s'agir d'anticiper les flux d'écoulement, les zones qui vont s'inonder, etc. Donc, plutôt en parallèle avec la gestion du risque inondation. Donc, une autre approche qu'on intègre dans cette doctrine, c'est la gestion des différentes intensités de pluie, en fait, ce qu'on appelle aussi les différents niveaux de service. Donc, on va expliquer d'une part comment gérer les pluies faibles, donc ces fameuses pluies d'une lame d'eau de 10 mm par jour, ce qui correspond à peu près à une pluie mensuelle pour information. Donc, comme le disait Olivier Ernest tout à l'heure, ce volume de pluie faible représente tout de même 80% du volume de pluie annuel. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de pluie courante et qu'il est très important de gérer ce volume-là. Donc, c'est pour ça que dans la doctrine, on va imposer, on va demander à ce que les projets démontrent qu'ils infiltrent entièrement ce volume qui correspond à la lame d'eau de 10 mm. Donc, un filtre ou bien évapotranspire ou réutilise ce volume, bien sûr. Donc, dans les 24 heures, parce que ça correspond à une lame d'eau de 10 mm pour une journée. Donc voilà, quelles que soient les contraintes, c'est-à-dire même si on a un projet où la perméabilité du sol n'est pas très bonne, etc., on peut quand même abattre ce volume de pluie. Voilà, c'est un petit volume et même avec une mauvaise perméabilité, il y a quand même une partie qui s'infiltre de la pluie. Pour les pluies moyennes à fortes, donc là on est plus sur l'échelle des pluies annuelles, pluriannuelles, décennales. Donc là, il va s'agir de gérer sur l'emprise du projet d'aménagement ce niveau de pluie, donc en la stockant. Donc pour le stockage, on privilégie autant que possible des espaces verts à ciel ouvert et on vise un temps de vidange de 4 jours environ. L'idée, là, c'est toujours de rechercher le zéro rejet au réseau. Dans la doctrine, on demande à ce que les dossiers fassent un calcul du volume d'eau à stocker pour une pluie d'au moins 10 ans. Et pour la pluie exceptionnelle, donc là, on va être de l'ordre des pluies centennales. Là, on est plus sur une gestion du risque inondation et du risque pour la sécurité de la population. Donc là, le dossier doit bien démontrer la résilience du projet face aux événements exceptionnels et donc bien indiquer les directions et axes d'écoulement, les zones qui doivent s'inonder, etc. Donc là, c'est un petit schéma qui avait été réalisé par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, qui représente un quartier aménagé en gestion intégrée. Et on voit comment
comment se remplit la pluie dans les différents ouvrages pour les différents niveaux de pluie. Donc là, on est sur le temps sec. Donc si je passe aux pluies faibles, voilà, on commence à voir le rôle des toitures végétalisées qui ont un rôle d'évapotranspiration pour les pluies faibles. La noue végétalisée le long de la voirie qui commence à se remplir. Pour les pluies moyennes à fortes, là, on voit bien le rôle d'un espace vert décaissé qui stocke les pluies et va les infiltrer au fur et à mesure. Pareil pour la noue, on a aussi des structures stockantes sous parking des voiries qui stockent les pluies et les infiltrent. Et pour les pluies exceptionnelles, ben là, on va avoir un certain débordement des ouvrages et on notera que les habitations sont construites de manière plus élevée que le reste. Voilà, pour que ce qui s'inonde en priorité, c'est les espaces verts et puis les voiries et protéger les bâtiments. Donc ensuite, dans la doctrine, on explique aussi un petit peu comment adapter les projets aux différentes contraintes qu'on peut avoir. Hein. Donc, par exemple, quand on peut avoir une perméabilité très faible du sol, une nappe assez proche, ou encore des sols géologiques parfois un peu instables, ce genre de choses. En fait, il faut noter que l'infiltration dans ce genre de cas est toujours possible de manière surfacique. Bien sûr, il ne va pas falloir aller mettre un puits d'infiltration, il ne va pas falloir concentrer l'infiltration, mais avec une situation proche de la situation naturelle, on peut toujours infiltrer une partie, notamment les plus courantes, voilà, une partie des eaux pluviales. Et dans l'exemple de la perméabilité très forte, comme le citait en fait tout à l'heure Olivier Ernest, hein, on peut ajouter une certaine couche de terre végétale pour faire une préfiltration voilà, avant d'infiltrer les eaux pluviales. Dans le cas de sols pentus aussi, par exemple, on peut très bien, par exemple, sous une voirie, compartimenter les structures réservoirs voilà, pour que l'infiltration se fasse bien de manière diffuse tout le long de la pente. Et de la même façon, avec les noues, on peut faire des noues à redans. Donc voilà, c'est le même système de compartimentage de la noue pour répartir l'infiltration. Et un dernier point aussi qu'on évoque dans la doctrine, voilà, c'est de dire que dans le cas courant, il n'y a pas besoin de chercher à mettre des dispositifs de traitement. Donc, comme le disait Olivier tout à l'heure, hein, les séparateurs à hydrocarbures sont très inefficaces hein, pour le type de pollution qu'on a comme ça, même le long d'une voirie, etc. Les pollutions sont très faibles. Et donc, en fait, la filtration naturelle du sol suffit à filtrer. Enfin, voilà, le sol suffit à filtrer la pollution. Et donc, on préfère infiltrer directement les eaux pluviales. Donc, c'est ce qu'on appelle une notion de risque acceptable, en fait. Et en cas de pollution accidentelle, par exemple sur une route, il va falloir adapter les procédures d'intervention. Donc, par exemple, venir excaver les premiers centimètres de sol dans une noue, par exemple. Et donc, c'est que quand il y a un risque particulier, donc sur les aires de lavage, les aéroports, autoroutes, etc., ou dans les industries à risque, que là, on va avoir un traitement adapté. Voilà. Donc, c'est pour des cas particuliers. Donc, voilà pour ma présentation. Alors, je vais revenir sur la vidéo. Voilà pour ma présentation. Alors, on a quelques minutes pour les questions. J'invite Daniel Bédélem à poser les questions que nous avions pour Madame Saint-Paul. Oui, merci Madame Saint-Paul pour cette présentation. Je vais me faire le relais des quelques questions qui ont été posées. Alors, pour faciliter les échanges, je vous propose de les poser. J'ai 3 questions à vous soumettre. Donc, je vous propose de vous les présenter simultanément de façon à éviter les délais de transmission entre la salle et vous-même. Donc, 3 questions. La première, c'est si j'ai des difficultés, et je pense notamment aux aménageurs, aux collectivités, aux services d'urbanisme qui sont avec nous cet après-midi, si j'ai des difficultés sur l'application de cette doctrine, à qui puis-je m'adresser pour avoir des renseignements, des explications? La seconde question porte sur la rédaction de ce document, et notamment de savoir qui a contribué à l'élaboration de cette doctrine.
Et la troisième question, qui est également liée à la précédente, puisqu'on est dans une région qui est couverte par 3 agences de l'eau, comment ont été pris en compte les spécificités des différences d'âge, puisque 3 âges sont potentiellement applicables sur le territoire régional. Et donc, comment vous avez réussi à tenir compte des conditionnalités ou des conditions spécifiques d'intervention des 3 agences? Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci pour les questions. Donc, du coup, je vais répondre une par une. Donc, la première question sur si on a des difficultés d'application de la doctrine. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de vous rapprocher des services police de l'eau, des DDT, qui pourront vous accompagner le plus en amont possible de vos projets pour orienter le projet dans la bonne direction selon les principes de la doctrine. Je suis bien sûr moi-même aussi à disposition pour les questions techniques qu'il pourrait y avoir sur cette doctrine. Et voilà, il faut savoir que les services police de l'eau des DDT sont les premiers interlocuteurs et ont participé à l'élaboration de la doctrine. Donc, en fait, ce qui m'amène au deuxième point, à la deuxième question sur qui a participé, qui a rédigé cette doctrine. Donc, en fait, il y avait un groupe de travail à l'échelle régionale. Donc, c'était un groupe de travail qui a été copiloté par l'Adréal et l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, parce qu'en fait, l'historique, c'était initialement un groupe de travail du STB Rhin-Meuse, mais qui a été élargi à l'ensemble de la région Grand Est. Donc, dans ce groupe de travail, on avait bien les 3 agences de l'eau de la région, ainsi que les 10 DDT, donc les 10 services police de l'eau des DDT. Le CEREMA avait le rôle de rédacteur pour cette partie technique de la doctrine. Et dans le groupe, il y avait aussi le SAGE INNAPRIN, en fait, pour les spécificités vis-à-vis de la nappe d'Alsace, donc qui était présent. Et donc concrètement, en fait, pour rédiger cette doctrine, donc il y avait ce GT plénier qui se réunissait de temps en temps, et il y avait un GT restreint qui était plus vraiment dans l'élaboration concrète de la doctrine. Donc avec l'Adréal, l'agence Rhin-Meuse, le CEREMA et quelques représentants des DDT volontaires, voilà, pour avancer sur la rédaction de la doctrine. Et ensuite, pour les grands principes à prendre en compte dans la doctrine, on en discutait en GT plénier avec tous les acteurs présents. Et donc, sur le troisième point, plus sur si c'était compliqué de regrouper un peu les différentes les différences d'âge entre Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée. En fait, sur les 3 bassins, on porte bien la même chose. Il y a bien on retrouve les mêmes principes en fait de favoriser cette gestion intégrée des eaux pluviales, favoriser l'infiltration au plus proche de là où elles tombent. Donc, il n'y a vraiment pas eu de difficulté là-dessus. Les 3 agences sont cohérentes dans ces principes et financent d'ailleurs, selon à peu près les mêmes critères. Les 3 agences financent ces projets de gestion intégrée. Donc voilà, la doctrine a été élaborée de manière cohérente avec ce qu'il y a dans les 3 âges. Voilà. Merci Madame Saint-Paul pour cette présentation de la doctrine et pour avoir répondu à nos questions. C'est vrai que cette doctrine n'a pas de valeur réglementaire, mais elle constitue un excellent guide pour les maîtres d'ouvrage. Alors, on a beaucoup parlé des collectivités. Je voulais poser une question à notre membre du comité de bassin, Maurice Lombard, qui a là cette fois-ci son étiquette d'industriel. Est-ce que les industriels ont les mêmes problématiques que les collectivités en termes de gestion des eaux pluviales? Je dirais que collectivité industrielle, une fois n'est pas coutume, même combat. D'un point de vue technique, c'est exactement les mêmes préoccupations. On doit traiter de la même façon que tout ce qui a été présenté depuis le début de l'après-midi.
Alors, les spécificités des industriels, je pense que vous l'imaginez, mais je le rappelle, c'est que, bien sûr, notre administration de tutelle, c'est Adrial, avec qui on a des relations, je dirais, très directes et qui évoquent généralement les problématiques pluviales dans la mesure où la réglementation nous oblige déjà à bien faire une séparation entre les eaux industrielles et les eaux pluviales. Donc, c'est un point que j'ai bien maîtrisé au niveau de la partie industrielle. Par ailleurs, je dirais que là aussi, les industriels ont la chance d'être en contact très fréquent et direct avec l'agence, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes en l'occurrence, mais je pense que l'agence, bien sûr, se fera un lien, enfin une joie de faire la relation entre les services internes, et donc il n'y a pas de problématique pour gérer la partie demande d'aide. Voilà, donc je dirais que en partie industrielle, pour moi, la vision est un peu plus déjà intégrée dans la mesure où aussi il y a un seul intervenant. Enfin, je dirais que c'est plus facile au niveau d'une entreprise interne d'avoir une seule organisation au niveau de la gestion de l'ensemble de ces préoccupations des eaux au sens large et pluvial sur le domaine qui nous concerne cet après-midi. Voilà, donc, mais avec bien sûr les spécificités que ça intègre en termes relationnels, mais au niveau du traitement in fine, eh bien, on a les mêmes préoccupations. Il faut qu'on infiltre et que je dirais bien sûr le plus possible à traiter aussi les cas des pluies décennales, enfin, des pluies exceptionnelles, à y traiter aussi de la même façon dans le cadre des aménagements industriels que nous devons mettre en œuvre. Voilà, M. Catry. Merci, M. Lombard, pour cette confirmation que les industriels sont aussi concernés par la gestion à la source des eaux pluviales.